Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. L'émotion perdure à Toulouse après la disparition de Dominique Baudis. Recueillement et souvenirs ce matin lors du conseil municipal. Nous y reviendrons. Des souvenirs, il en sera aussi question avec vous, Robert Pietri. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité. Vous avez bien connu Dominique Baudis. Oui. Nous serons à même d'en reparler pendant l'édition. Vous êtes l'ancien directeur général de Télé Toulouse. Vous avez collaboré. Fondateur, exactement. Plus exactement. Voilà, Télé Toulouse qui fait partie de l'héritage que Dominique Baudis a laissé en ville. Nous conclurons ce JT en parlant sport avec les enjeux qui se précisent, notamment pour le Stade Toulousain et Castres en cette fin de saison. Mais pour débuter, Jean-Marc, hommage et mémoire se sont invités ce matin au conseil municipal. Et oui, et parmi les politiques, nombreux sont ceux qui ont côtoyé ou qui étaient inspirés par Dominique Baudis. Quelle trace, quel souvenir a laissé l'ancien maire Sophie Wallis. Mes chers collègues, Dominique Baudis nous a quittés hier matin. 10h, salle du Conseil. Jean-Luc Moudenc rend un vibrant hommage à Dominique Baudis qui fut maire pendant 18 ans, rappelant qu'après lui, personne n'occupa cette fonction aussi longtemps dans la Ville Rose. Jean-Luc Moudenc a rappelé ensuite les grandes réalisations de Dominique Baudis, le métro, de nombreux équipements culturels comme la médiathèque, le TNT, le théâtre Garonne ou encore le musée des abattoirs. Dominique Baudis a pendant ses 18 ans de mandat servi totalement Toulouse, a souligné Jean-Luc Moudenc, qui a ensuite appelé l'Assemblée à observer une minute de silence. Suivra l'hommage de Pierre Cohen. L'ancien maire de Toulouse rappela les qualités de rassembleur de Dominique Baudis. Pierre Cohen qui a dit garder en mémoire particulièrement l'intervention de l'ancien président du CSA auprès de Manuel Valls, défenseur notamment du droit à la dignité et au respect des Roms. Ce début de conseil aujourd'hui aura sans nul doute été marqué du sceau du souvenir au-delà de tout clivage politique. Oui, j'ai perdu un ami, j'ai perdu et Toulouse a perdu un grand maire, un très grand maire. Dès qu'on parlait de Toulouse, tout le monde pensait à Dominique Baudis et dès qu'on parlait de Dominique Baudis, tout le monde associait ce nom à Toulouse. C'était un très grand maire qui, dans le quotidien, chaque fois qu'il faisait quelque chose, il réfléchissait en se demandant si c'était bien pour les Toulousains. Il était à l'écoute, il avait beaucoup de tolérance et il avait une éthique avec des convictions. J'ai eu l'occasion de siéger dans une assemblée présidée par Dominique Baudis, c'était son dernier mandat. J'étais le Benjamin, le plus jeune du conseil municipal et on a découvert un maire qui était à l'écoute, qui avait ses valeurs, qui avait ses propres opinions, à la fois un mélange d'un certain nombre de fondamentaux de la droite française, mais également aussi de valeurs très humaines, très sociales. Ça faisait un personnage un peu complexe par moments, très élégant, très raffiné, très à l'écoute. En fait, c'est la première personne que j'ai rencontrée en arrivant à Toulouse. Et c'est lui qui m'a permis de rencontrer ensuite Jean-Luc Moudenc, Jean-Michel Latte, d'autres qui ont disparu. Et donc c'est une personne qui en plus m'a appris à écouter les autres, à écouter les différences, à respecter des notions de tolérance. Et je pense que c'est quelque chose dont la politique a besoin et qui permettra notamment de retisser le lien entre les citoyens et ses élus, ses représentants. Donc aujourd'hui, c'est une très 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 grande perte. Je disais que Toulouse est orpheline et moi je suis également orphelin de mon parrain politique en fait. Une cérémonie d'hommage à Dominique Baudis se déroulera mardi à Paris, aux Invalides, et mercredi à 14h à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Voilà, signalé pour être complet qu'un livre de condoléances a été ouvert à disposition de tous les Toulousains. Il sera installé demain dans la cour du Capitole entre 10h et 17h. Bonsoir Robert Pietri. Bonsoir. Vous avez longuement côtoyé Dominique Baudis en tant que journaliste ou quand il occupait ses fonctions de maire à Toulouse. Alors en guise d'introduction, on va regarder une petite séquence et vous allez nous dire ce qu'elle vous inspire. D'accord. Dominique Baudis, maire de Toulouse, Télé Toulouse, première télévision hertzienne, c'est-à-dire sans câble, sans abonnement. Grande première, Dominique. Oui, je crois que Excusez-moi, je vous appelle Dominique. Oui, tu fais bien, Claude. Je crois que les Toulousains peuvent être très fiers. On est effectivement la première ville, et pour le moment, et je pense pour un certain temps, la seule ville en France à avoir une télévision locale hertzienne. Alors on dit hertzienne depuis le début de la soirée, ça signifie une télévision que tous les Toulousains, Toulouse et agglomération, peuvent recevoir exactement comme les 6 autres chaînes. Voilà. Dominique, nous vous retrouverons tout à l'heure. Alors, il n'y en a plus qu'une. Ici à Toulouse, c'est Télé Toulouse. Jean-Claude Paris, directeur de la rédaction de TF1. Il n'y en a qu'une à Paris, il y en a une autre ici maintenant. Voilà.
Non, moi je voudrais dire simplement un grand bravo à vous tous. Il y a un mot qui me vient à l'esprit tout d'abord, avec ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est que c'est une télévision professionnelle, vraiment professionnelle. Et quand je dis ça, c'est vraiment pas le coup de chapeau d'un Parisien à des provinciaux qui le ressentent souvent mal. C'est vraiment le coup de chapeau d'un professionnel, d'un journaliste, d'un homme de télévision à d'autres hommes de télévision, tout simplement, qui font cette télé Toulouse. Voilà, alors Robert Pietri, que vous inspirent ces premières images en fait? D'abord beaucoup d'émotions, tous les souvenirs qui remontent à la surface. Moi aussi je suis orphelin, j'ai perdu un ami. Je l'ai connu en 1974 à TF1. Son père, Pierre, m'avait demandé d'essayer d'intervenir auprès du président de TF1, ce que j'ai fait. Dominique rentrait du Liban et immédiatement il s'est mis à la tâche. Il a parfaitement réussi. J'avais dans mon service non seulement Dominique, mais sa sœur Chantal, qui est décédée accidentellement en reportage. Vous étiez le patron de Dominique Baudis. J'étais le patron de Dominique, en effet. Il s'en est souvenu plus tard, quand la Générale des Eaux a eu l'idée de lancer des télés locales, financièrement. Mais professionnellement, c'était Dominique et moi. Avec Castellani d'abord, puis Galeotti. Ces deux hommes sont partis, je suis resté. Et il y avait deux autres hommes qui avaient leur importance dans la création de TLT. Si nous sommes là ce soir, c'est un peu grâce à eux. C'est Pierre Trottmann et Axel Courtois de Vissoz, le banquier. Alors on voit des images de la création de TLT pendant que vous parlez. Justement, comment est née cette idée finalement c'était la première en France? Ça a été la première. Ça n'a pas été la dernière, puisqu'il y en a une cinquantaine maintenant. Mais nous travaillons avec la Générale des Eaux sur Lyon et sur Toulouse. Mais c'est Toulouse qui l'a emporté, parce que Dominique m'a appelé, m'a dit « je veux que ce soit moi le premier ». Et il a été. Je voudrais quand même dire quelques mots du professionnalisme de ce garçon. Grand reporter, il a assuré les plus beaux reportages de TF1. Toujours gentil, toujours sympa. Il n'avait pas d'adversaire, il n'avait pas d'amis. Plus tard dans la vie politique, il a eu des adversaires, mais c'était vraiment un homme au-dessus de toute... on ne pouvait pas caricaturer Dominique Baudis. C'était un homme sans égal. Alors quand on évoque son passé de maire de Toulouse, il y a toujours ce souci d'ancrer la ville dans une certaine modernité. Est-ce qu'on peut dire que la création de TLT, ça s'inspirait aussi de cette démarche de modernisme? Il a créé TLT, qui est une petite chose, mais il a à la même époque lancé la Cité de l'Espace, le Théâtre National de Toulouse, les parkings, les 3 lignes de métro, et il a dû lancer encore beaucoup de choses reprises par ses successeurs, Philippe de Seblazy, Jean-Luc Moudenc et Pierre Cohen. Est-ce que finalement il y avait une certaine jalousie d'autres hommes politiques, puisqu'il avait créé une chaîne de télévision, ce qui est extrêmement important, de créer un média dans une ville. Les autres ont voulu tous faire pareil comme lui? Alors, plusieurs ont essayé, mais n'ont pas réussi. C'est le cas de Lyon, où la mairie ne s'est pas impliquée. Michel Noir était le maire à l'époque, ça ne l'intéressait pas. Montpellier, où Fraîche voulait une télé locale, elle est née 20 ans après et je l'ai dirigée. Non, franchement non, il n'y avait pas de semblable. Ouais. Alors TLT a longtemps eu l'appellation Télé-Baudis dans l'imaginaire populaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il était interventionniste ou c'était pas du tout son profil? Alors pas du tout. Je crois qu'en 15 ans de direction générale, Dominique est intervenu une fois. Il était en vacances à Tozeur, en Tunisie. Il m'avait téléphoné en disant « Qu'est-ce que c'est cette connerie qu'un de tes journalistes a pu dire ?» Et en effet, je ne dirai pas lequel ou laquelle, mais c'était une inexactitude. Et il avait raison de... Vous savez qu'il ne regardait jamais TLT. Il avait un compte-rendu écrit. Mais il ne voyait pas TLT, il ne pouvait pas voir TLT. Alors Télé-Baudis, on sait là aussi par qui ça a été lancé, par ces détracteurs politiques. Est-ce que, alors, il y a eu l'affaire Allègre qui l'a vraiment touché. Est-ce qu'il vous en parlait à cette époque-là, justement? Non, pas du tout. Il était très discret. Il en parlait avec certains de ses amis les plus proches, ses avocats, dont Serge Didier. Oui. Mais non, il n'osait pas nous en parler. On constatait qu'il était très touché. Sa famille l'était. Sa femme Isabelle, ses enfants, Florence. Bon, Pierre et Benjamin étaient encore petits. Mais il était très touché. Ça a été dans sa vie une fracture épouvantable. Et alors je voudrais noter une anecdote. J'entendais ces jours-ci encore des commentateurs dire, à propos de l'interview qu'il avait accordée à Claire Chazal, on le voit transpirer abondamment. Mais attendez, depuis 1974, et ici même à TLT, nous avons tous connu Dominique Baudis transpirant
ayant une maquilleuse avec une boîte de Kleenex près de lui et l'épongeant. C'était pas un aveu de culpabilité, c'est stupide de dire ça. C'est vrai qu'il a toujours transpiré, vous le connaissez bien, vous, oui. depuis TF1 au Soir 3, c'est vrai que c'était, pour les Parisiens, peut-être c'était une nouveauté, mais pas forcément pour les Toulousains. À vos yeux, Robert Pietri, comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait que Dominique Baudis reste, pour beaucoup de personnes qui sont éloignées de Toulouse, le maire emblématique? Aucun des maires actuels n'a pu le remplacer dans l'image qui était associée à Toulouse. C'est vrai. Alors, je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'il était déjà connu grâce à la radio, la télévision, etc. Sur TF1, puis sur Soir 3. La seconde, c'est que, comment dire, il était emblématique par sa personne. Il avait une personnalité très forte. Et cependant, il était très calme, très doux, très posé, un peu timide, ce qu'on ne sait pas. Ouais. Il était timide. Moi, je l'ai vu dans des cocktails, des mondanités, des conférences, tout seul à l'écart. On était obligé d'aller le chercher, de dire « tu viens avec moi ?» Non, mais vraiment, à ce point-là. Ouais. Pas dans l'exercice de ses fonctions, mais dans sa vie personnelle, il était très réservé. Merci Robert Pietri pour Je vous en prie, il y a tellement d'autres choses à dire sur Dominique Baudis. L'écrivain, l'homme politique qui a eu tous les mandats, tous, maire, député, député européen, président de conseil régional. Il a terminé par la présidence de l'IMA, l'Institut musulman du monde arabe, et enfin, défenseur des droits. C'est un homme, on a perdu un homme inestimable. On peut vous dire que Greg Lamazer va souvent vous inviter pour parler de tout ça un jour ou l'autre. Merci Robert. Ça mériterait d'y revenir plus largement. Avec bien, voix. Nous allons revenir maintenant au conseil municipal, Jean-Marc. Oui, le deuxième de la mandature Moudinque. Il a été question d'Assemblée nationale. Qui remplacera le maire dans son mandat de député? Autre info d'importance, le nombre de groupes d'opposition. Les détails avec Jérôme Bolloc. Il y aura finalement 4 groupes d'opposition municipale, celui du PS bien sûr avec 8 élus, mais également ceux du PC et d'Europe Écologie Les Verts avec 3 élus chacun, et enfin celui du PRG avec 2 élus. En baissant de 4 à 2 le seuil de constitution d'un groupe, Jean-Luc Moudinque a répondu favorablement à la requête des élus minoritaires. L'opposition qui avait présenté une liste au second tour des élections municipales s'est fractionnée en 4 groupes, exprimant des sensibilités différentes, donc des points de vue sans doute différents. Et il m'a paru normal de permettre à cette pluralité de pouvoir s'exprimer tout au long du mandat. Mais n'y a-t-il pas là risque de division de l'opposition ? Vous vous doutez bien que nous, ce n'est pas pour diviser l'opposition, mais bel et bien justement pour défendre et faire apparaître aussi la pluralité. Moi je crois que c'est plutôt une richesse pour les débats, une richesse aussi pour la vigilance qu'on va devoir avoir. Il faut éviter effectivement la désunion, et ça peut être une tentative de l'UMP. Il n'est pas sûr d'ailleurs que dans la majorité, au fil des ans, il n'y ait pas différents groupes qui se constituent, puisque tous les partis de droite ont soutenu Jean-Luc Moudinque, de Philippe de Villiers, des partis nationalistes à Dupont-Aignan. Jean-Luc Moudinque a démissionné hier de son mandat de député. À droite, pas de surprise, ce sera Laurence Harribagé, sa suppléante, qui se présentera à cette élection. Il n'était pas obligé, il avait jusqu'en 2017, je crois que c'est un geste fort de sa part. Il a décidé de s'occuper des Toulousains à temps plein, de Toulouse et des Toulousains, et je suis très fière qu'il me fasse confiance. En revanche, la gauche ne partira pas unie. Il y aura une liste PC Front de Gauche, une liste Europe Écologie Les Verts et une liste PS. Pour cette dernière, le nom de Joël Bouche circule. En ce qui me concerne, j'aurais aimé une certaine unanimité pour créer une candidature unique. Bon, d'après ce que je lis, j'ai l'impression qu'il y a quelques discussions. L'élection partielle sur la 3e circonscription de la Haute-Garonne aura lieu dans un délai de 3 mois. Tout autre chose à présent avec les derniers préparatifs de la foire de Toulouse, avec cette année à l'honneur New York. Marlène Canal vous en dit plus. Non, vous n'êtes pas à New York chez un barbier dans les années 50, mais dans les couloirs du parc des expositions. Après le Japon, c'est la grosse pomme qui s'invite à la foire internationale de Toulouse, sur près de 1600 mètres carrés. Les façades des maisons de Greenwich Village, les comics, les grosses voitures américaines, les distributeurs de bubblegum, tout est réuni pour une exposition monumentale. Cette exposition, en fait, retrace l'histoire de la ville de New York avec l'arrivée des immigrants sur Ellis Island pour parcourir le temps et arriver à New York, la ville moderne, avec
tout son dynamisme, la ville qui s'arrête jamais, que ce soit sur le plan culturel ou tout simplement économique. Nouveauté cette année, le village des sports avec la présence de tous les plus grands clubs de la région. Donc évidemment les plus connus, le Stade, le TFC, etc. mais aussi tous les autres. Donc nous aurons une présence des sports américains, du handball, une présence du basket, de l'handi-basket, une présence des nageurs avec le TOEC qui sera là. Et c'est vrai que pendant toute la semaine, pendant toute la durée de la foire, les visiteurs vont pouvoir s'essayer, s'entraîner avec les professionnels. Donc de nombreux joueurs seront là pendant toute la foire. Il y a un programme très très dense. La foire, c'est aussi des camelots, de la restauration, des ateliers, des inventions. Tout ce qui tourne autour de la maison, beaucoup de choses et beaucoup de monde. Ils sont 120 000 visiteurs chaque année à se presser entre les stands. Nous ouvrons à présent la page sport de cette édition. À 3 journées de la fin de la phase régulière, la pression monte en top 14. Le Stade Toulousain et le Castres Olympique sont en course pour les playoffs. Mais les points laissés en route coûteront très cher à compter de ce week-end. Pierre Bellouchi pour les détails. Après la claque reçue en quart de finale de H-Cup face au Munster, les joueurs du Stade Toulousain doivent se ressaisir s'ils veulent prétendre à une qualification pour les phases finales du top 14. Il reste 3 matchs rouge et noir pour ne pas vivre une nouvelle saison blanche. 3 finales en quelque sorte. La première dès samedi à Ernest Vallon contre Brive. Une rencontre loin d'être gagnée d'avance puisque les brivistes sont actuellement 9e à seulement 3 points des Toulousains. Jean-Baptiste Elissade a indiqué hier que l'ensemble de l'effectif devrait être à disposition du staff. Yannick Nyanga et Sensus Johnston, forfait samedi dernier, seront donc aptes à jouer, tout comme Tolofua, Fritz et Picamol, pourtant sortis sur blessure lors du match en Irlande. Du côté des champions de France Castrel, les 3 dernières rencontres devraient là aussi s'apparenter à 3 finales. Actuellement 4e au classement, les joueurs du Castres Olympique ont un calendrier compliqué. Ils se déplaceront 2 fois, avec dès ce soir un match en terre clermontoise face à une équipe invaincue dans son jardin depuis novembre 2009. Lors de la 26e et dernière journée, ils devront se rendre à Bayonne contre une équipe avant-dernière et condamnée à jouer le maintien jusqu'au bout. A noter que la semaine prochaine, les Castrés accueilleront le leader montpelliérain pour un autre match au sommet. S'ils veulent conserver leur titre, les coéquipiers de Rory Cocotte ne devront laisser aucun point en route dans cette indécise fin de championnat. Voilà, une autre info rugby pour être complet, c'est du rugby à 13 cette fois. Dimanche à 15h30, le Toulouse Olympique 13 affrontera Carcassonne à Carcassonne en finale de la Coupe de France. Ça se passera au stade Albert Domenech et on termine avec un mot de foot, Jean-Marc. Et oui, pour signaler le déplacement du TFC 8e à Sochaux 19e samedi à 20h. Il reste 6 matchs aux Toulousains pour espérer accrocher une place européenne. Pour ce faire, ce déplacement et la réception de Lyon la semaine prochaine seront déterminants. L'affaire ne sera pas simple avec des Sochaliens qui luttent pour leur maintien. Ils n'ont plus perdu chez eux depuis 5 matchs tout de même. Est-ce qu'on parle de côté sport maintenant? Oui, alors on va annoncer effectivement, juste après le journal, vous pourrez retrouver une interview de Solène Jean-Baquet, double médaillée olympique aux Jeux paralympiques de Sochi. Voilà, c'est à retrouver alors qu'elle met un terme à sa carrière. Elle a consacré une interview avec Samuel Prieur. On écoute un extrait. On vous reçoit, vous êtes toulousaine de naissance, hein. C'est pour ça. C'est ça, je suis née à Toulouse. Et vous avez passé un petit moment aussi à Toulouse. Je suis née à Toulouse et j'ai fait 4 ans de... Enfin, pendant 4 ans, j'ai fait mes études à Toulouse. On voit un petit diaporama où on a vu quelques moments forts de votre carrière. Moi, c'est vrai que j'ai commencé à l'âge de 2 ans le ski et puis en handisport, j'ai commencé à 12 ans. À 14 ans, j'étais en équipe de France et à 15 ans, mon premier titre de champion du monde. Et les Jeux de Turin, j'avais 17 ans. 2 médailles d'or à Turin, 1 d'argent, 1 de bronze. Voilà. Toute la collection. Très beau palmarès, j'étais en grande forme. Ouais. Voilà, dès 19h40, l'interview à retrouver en intégralité. C'est la fin de cette édition. Merci Robert Pietri pour votre témoignage. Je vous en prie. On vous souhaite à tous le meilleur week-end possible.